Pauline a 28 ans. Elle a traversé l'emprise, l'errance médicale, des migraines avec aura jusqu'à l'AVC. Puis un mot a enfin donné du sens, SAPL, le syndrome des antiphospholipides. Elle raconte comment on se relève, comment on réapprend à vivre avec son corps, la thérapie, le sport, et ce mantra qui l'aide à tenir, le bonheur reviendra. Attention, cet épisode aborde des violences psychologiques, l'anxiété et le deuil. Il peut raviver des souvenirs douloureux. Si vous sentez que l'écoute devient difficile, faites une pause ou arrêtez complètement l'épisode. Pensez également à consulter un professionnel de santé si besoin. Prenez soin de vous. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Moi, c'est Pauline, j'ai 28 ans et j'ai souvent dû renaître et me reconstruire plusieurs fois dans ma vie. Ma psy récemment m'a dit que j'étais en mode reset tout le temps. Et quand elle m'a dit ça, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est le mot exact. J'ai eu une période pendant 5 ans où j'étais avec quelqu'un. Je vais pas utiliser le terme relation toxique parce qu'on utilise beaucoup ce mot, mais j'étais dans une relation psychologiquement abusive. Je me suis retrouvée en fait en enfer. Je pesais plus que 40 kilos, j'étais plus qu'un squelette. On parle beaucoup des violences physiques, mais il y a aussi les violences psychologiques qui peuvent vraiment nous mener en enfer. Et ça a été mon cas, que ce soit mon état physique, émotionnel, mental. J'étais vraiment en fait au bord du gouffre. Et je crois que j'aurais pu vraiment en finir, tellement la souffrance psychologique était intense pour ma part, en sachant que j'avais déjà des problèmes personnels et de santé qui commençaient à ce moment-là. Ensuite, j'ai déménagé, j'ai tout laissé, ma maison, mes animaux, enfin... Heureusement, j'ai emmené un de mes chats, mais j'ai tout laissé et je suis repartie vivre chez mes parents pour ensuite me retrouver un nouvel appart. Ça a été très dur, il y a eu beaucoup d'emprise, même 2-3 ans après, il continuait. Donc j'ai eu beaucoup de mal à sortir de tout ça, de cette prison dorée en fait. Donc je suis repartie de zéro et ce que je cherchais à sauver à ce moment-là, c'était ma peau. Je cherchais à me sauver, vraiment. Ensuite, j'ai entamé un énorme travail sur moi-même. J'ai commencé à aller à la salle de sport, j'ai pris 9,5 kg. J'ai été voir une nutritionniste. J'ai changé de plan alimentaire. Je me suis intéressée au développement personnel, donc c'est-à-dire que j'ai acheté des tonnes et des tonnes de livres. Je me suis formée aussi en reprogrammation mentale. Il y a la méthode d'Émile Coué qui m'a aussi beaucoup aidée dans cette reconstruction. Émotionnellement, ce que ça m'a apporté, c'est juste un changement de mindset. J'ai compris que on était maître de nous-mêmes et qu'en fait, en changeant nos schémas de pensée, on pouvait changer notre vie. Donc j'ai fait en sorte que tout ce noir, en fait, devienne couleur, tout simplement. De retrouver un peu de vie, de joie de vivre, puisque c'est moi, en fait, à la base. Donc voilà, vu que j'ai été pas mal détruite, en plus de ces soucis de santé qui commençaient, je me suis dit, c'est le moment, faut s'intéresser à tout ça, au stoïcisme, au dev perso, etc. J'ai commencé aussi à écrire mon livre autobiographique. Alors ça peut paraître égoïste, mais pourtant c'est très thérapeutique et libérateur. L'idée de ce projet, en fait, est venue comme ça. Alors pour l'instant, je suis plus trop dessus. Mais il faut savoir qu'écrire sur soi, ça aide à libérer les émotions. Et je me suis dit, je vais écrire mon histoire parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Concernant mon parcours professionnel, j'ai ouvert mon entreprise et pendant 5 ans, j'ai lancé beaucoup de projets. J'ai lancé mon onglerie, j'ai lancé ma marque de vêtements, j'ai été community manager. J'ai aussi été formatrice et bénévole en école pour sensibiliser en fait à l'esprit d'entreprendre et aussi pour partager mon parcours. Et ça m'animait beaucoup le fait d'être à mon compte et de gérer mes propres horaires, puisque avant j'ai fait 5 ans en grande surface, donc ça a été un mal pour un bien puisque j'ai très mal vécu cette expérience
niveau pro. Et le fait d'entreprendre, ça a changé beaucoup de choses. Surtout au niveau du mental aussi, puisqu'on est un peu livré à soi-même. Donc voilà, j'ai lancé beaucoup de projets et à chaque fois, ma santé m'a freinée et m'a empêchée de lancer ce que je voulais lancer, puisque je suis multipotentielle et que je m'intéresse à énormément de domaines. Et donc, ce qui m'animait à l'époque, c'était vraiment cette idée-là d'être à mon compte, de me lancer, de n'avoir personne au-dessus de moi et de gérer surtout par rapport à ma santé, parce que j'ai découvert en psychologie et aussi en PNL quand je me suis formée, c'est que sur moi-même déjà, j'avais conscience que le mental était d'une puissance redoutable et que vraiment on peut en faire un allié. La discipline aussi, parce que parfois on a la motivation, mais la discipline prendra toujours en fait le dessus sur la motivation au bout d'un moment, parce que la motivation c'est le feu de départ, mais le feu peut s'éteindre rapidement et c'est à nous de nous discipliner au fur et à mesure. Donc j'ai appris ça sur moi-même, mais aussi sur les autres, et ça m'a appris à comprendre aussi tout ce qui était blessure d'enfance, enfant intérieur. Voilà, je me suis mise à l'auto-hypnose, à la méditation. J'ai vraiment mis plein de choses en place puisque je commençais à faire des crises d'angoisse à ce moment-là, suite à du coup ma relation, la relation dans laquelle j'étais. Et donc c'est en fait suite à ces crises d'angoisse où vraiment là j'étais je convulsais, c'était vraiment des crises qui étaient devenues invivables malgré ma volonté de m'en sortir. J'ai décidé de mon propre chef de consulter une infirmière psychiatrique chaque mois et une psychologue tous les 2 mois. Et ça va faire du coup 3 ans, bientôt 4 ans que je suis suivie mensuellement. Et moi, ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Même si on peut avoir des amis, j'estime que suivre une thérapie, ça peut être nécessaire. Et j'ai mis plusieurs années à trouver la bonne psychologue, puisqu'aujourd'hui j'ai trouvé une psy qui me fait faire de l'art-thérapie, qui me prête des livres, qui me partage des citations, qui me demande de regarder certains films, qui me partage des audios de méditation, qui me propose d'aller marcher. Et je trouve que ça aide à sortir du cadre psy-patient où on est assis l'un en face de l'autre. Donc voilà, j'ai vraiment une équipe médicale au top aujourd'hui niveau psychologie. J'ai découvert que j'avais le syndrome des antiphospholipides. Donc après 8 ans d'errance médicale et beaucoup d'examens, j'ai commencé à avoir des problèmes à droite à gauche dans mon corps. J'ai commencé à faire des migraines avec de la perte de champ visuel. Donc, ce qui s'appelle des migraines avec aura. J'ai aussi commencé à avoir des problèmes aux mains, un acrosyndrome de Raynaud sur les 2 mains. J'ai commencé à faire de l'hypotension, j'ai eu des problèmes au niveau des articulations, beaucoup de douleurs, de fatigue qui s'est installée au fur et à mesure. J'ai fait un mini AVC en 2017. J'ai aussi fait une péritonite. Il y a eu beaucoup de choses au niveau médical. Et en fait, j'ai commencé à consulter des spécialistes, des angiologues, des neurologues. J'ai vraiment vu, je crois, la totalité des professionnels de santé qu'on peut voir. Pneumologue, rhumatologue, ophtalmologue, puisqu'il y a aussi des soucis au niveau, je parle pas de myopie, mais au niveau de la vue. Des petits soucis de nerfs optiques. Ce qui m'a mis sur la piste du SAPL, donc c'est tout cet ensemble d'événements et de symptômes niveau sanguin. Et aussi on m'a dépisté une petite malformation cardiaque. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Il y a un jour où j'étais dans la cuisine avec ma mère et c'était en début 2024. Et je me suis dit, mais maman, c'est pas possible. Enfin, peut-être que tout est lié, si ça se trouve. Parce que j'en peux plus d'avoir autant de soucis, mais peut-être que tout est lié. Et elle me dit, oui, t'as raison, ça se trouve, tout est lié, tout est lié.
Et au final, j'ai ma rhumatologue qui m'a parlé de ce syndrome. Ma neurologue aussi m'en avait parlé, mais j'y ai pas prêté plus attention. Et c'est le jour où ma rhumato m'a demandé de faire des analyses de sang spécifiques, où là, on a retrouvé des anticorps de cette maladie rare auto-immune inflammatoire au niveau du sang. Et là, on a mis un nom en fait sur mes douleurs et ça a vraiment, d'un côté, ça a mis une épée de Damoclès sur ma tête, mais d'un autre côté, en fait, j'étais tellement contente d'avoir enfin un nom après 8 ans d'examen, de radio, de bilan sanguin. J'étais tellement contente d'avoir un nom sur une maladie. Donc voilà, ça m'a soulagée, mais beaucoup de peur aussi. Mais c'est vrai que niveau conséquences physiques, que ce soit les migraines ou voilà l'acro-syndrome, la malformation cardiaque, tout ça en fait, ça implique forcément une chose très importante, c'est-à-dire dans ma tête, je me suis dit ok, maintenant je vais devoir cohabiter avec mes copines, les polypathologies, les maladies. Puisqu'en plus de ça, j'ai aussi un papillomavirus qui a été traité, donc je suis toujours positive en fait 4 ans après. Et j'ai dû me faire opérer en fait de lésions précancéreuses sur le col de l'utérus, donc n'oubliez pas de faire votre dépistage, c'est très important. Donc voilà, il y a eu cette opération et forcément ça impacte le quotidien et il y a aussi une suspicion de fibromyalgie. Et justement cet après-midi, je me rends à l'hôpital puisqu'on a retrouvé des hypersignaux sur une IRM cérébrale que j'ai fait récemment. Et j'attends de savoir si du coup je vais aussi avoir une petite intervention cardiaque et de nouveaux anticoagulants. Bref, mon quotidien, c'est aujourd'hui le médical et ma santé avant tout. Et ouais, c'est chiant de faire le deuil de sa vie d'avant parce que avant je pouvais tout faire. Se dire que en fait notre vie ne sera jamais comme avant. Ça c'est compliqué. Et le corps, en fait, peut parfois nous surprendre. Et ça c'est un deuil à faire. Et c'est aussi une énorme organisation et une énorme charge mentale, puisqu'il y a beaucoup de rendez-vous médicaux. Je suis très suivie. Je suis suivie en médecine interne aussi, où voilà, ce sont des professionnels de santé qui sont spécialisés dans ces maladies auto-immunes-là. Et voilà, j'ai cette chance-là d'être suivie et en même temps, c'est épuisant. Et du coup, ce qu'il en découle, c'est forcément, quand on nous annonce tout ça, derrière, on commence à développer, voilà, les crises d'angoisse comme j'avais. Donc ça, c'est un peu, ça s'est, comment dire, ça s'est développé encore plus dans le sens où j'ai un terrain anxieux qui est plus présent, une fatigue mentale et beaucoup de dépendance aux anxiolytiques. On m'avait diagnostiqué une dépression en 2023, mais je n'ai jamais voulu prendre les antidépresseurs. Donc, c'est-à-dire que j'ai remplacé les antidépresseurs par le sport, par la musculation. Et voilà, aujourd'hui, j'essaye de gérer ces montagnes russes comme je peux. Et j'accepte. Et je crois que l'acceptation, c'est vraiment la clé. C'est de se dire, ok, aujourd'hui, c'est pas un jour où j'aurai la forme, la batterie est à plat. Et c'est normal. C'est normal et j'ai pas à m'en vouloir pour ça et personne ne doit me juger pour ça. Donc voilà. Aujourd'hui, le sport, ça représente pour moi mon exutoire. C'est la musculation, c'est mon échappatoire et j'y vais même pas pour le côté physique puisque j'ai réussi à reprendre du poids, mais j'y vais pour le côté mental et j'y vais pour le côté je vide ma tête là-bas. Je ne pense à rien là-bas et voilà, je fais mon sport et j'ai cette sensation de bien-être à la fin de ma séance et ça c'est indispensable en fait. Je peux pas me laisser aller, je peux pas être sédentaire pour moi c'est ma plus grande peur et pour moi c'est une force, c'est vraiment un échappatoire et c'est une discipline qui est vitale, qui est importante, qui fait partie de moi aujourd'hui.
Donc le sport, que ce soit même le yoga, la marche, les pilates, que ce soit le stretching, la mobilité, toutes ces petites choses qu'on peut faire et mettre en place pour soulager les douleurs, c'est un exutoire, c'est vraiment c'est l'endroit où je peux respirer en fait. Donc finalement, on pense que le sport, ça va nous fatiguer encore plus et au contraire, ça nous donne un nouveau souffle en fait. C'est l'impression que j'ai. Comment garder espoir malgré les douleurs, les traitements et la peur des nouvelles interventions, la peur des nouveaux traitements? Je dirais que le bonheur reviendra. C'est le nom de mon compte TikTok et ça vient d'un tatouage que j'ai. Je suis tatouée un peu de partout, mais il y a une phrase que j'ai où c'est en fait le poème de Jacques Prévert. Le bonheur en partant m'a dit qu'il reviendrait. Et j'ai toujours gardé espoir. On a tous une petite flamme en nous, et ça, j'en suis convaincue. C'est que vraiment, il faut toujours garder espoir. Même quand on est au fond du gouffre, c'est ce que j'ai compris sur ma vie aussi. C'est que la vie peut être surprenante et qu'on se doit de garder cet espoir. Et surtout de rester dans l'instant présent, parce que si on s'inquiète sur l'avenir, je pense qu'on n'a pas fini. Donc il y a aussi l'astuce de respirer par le ventre et de se rappeler voilà, qu'on est là, maintenant, tout de suite, dans le moment présent, et voilà. Je dis souvent que la maladie m'a freinée, mais m'a jamais empêchée de créer, et je pense qu'en fait, il faut se réinventer constamment, même dans la douleur, même dans les angoisses, même dans les difficultés, même dans les problèmes, et qu'en fait, c'est ça, vivre, parce que sinon, si on se laisse aller, qu'on se laisse emporter par la maladie, par les deuils, par tout ça, je pense que en fait, on a deux choix. Soit on se laisse sombrer, soit on se donne un coup de pied aux fesses, hein, clairement, et on y va, on avance et on accepte que ce sera pas toujours rose. Si je peux partager un moment précis où, malgré la maladie, je me suis sentie vivante et en pleine force intérieure, en fait, il n'y a pas un seul moment précis, c'est à chaque rendez-vous médical ou chaque intervention, je me rends compte de la force que j'ai d'aller seule à ces rendez-vous-là qui peuvent être quand même très stressants. D'aller seule me faire prélever mes 13 tubes de sang, c'est pas rien, parce que j'ai l'impression à chaque fois qu'on m'aspire mon âme. J'ai beau être tatouée, les bilans sanguins comme ça, c'est pas les plus marrants, mais je dirais que c'est à chaque attente, et je dirais qu'en fait, je suis tout le temps forte parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien. J'y pense tous les jours et ça me forge. Et je dirais même que je suis forte dans les moments où je craque et où je m'accepte. En mode jogging, pleurer en mode pleureuse en fait dans le canapé, vraiment en mode déchet, où je me dis là j'ai envie de pleurer et je vais lâcher les émotions. Et ça, en fait, je me dis, je suis forte par rapport à ça, parce que il y a beaucoup de gens qui osent pas se prendre en main. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas en thérapie parce que ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Mais en fait, je pense qu'on a tous un besoin de se guérir soi. Et voilà, je m'estime forte, en fait, à chaque instant, sans me jeter des fleurs. Ce que je vis aujourd'hui avec le deuil de mon papa, c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à réaliser parce que c'est tout frais. Il est parti le 19 septembre et on est le 10 octobre. Et ce départ a bouleversé mon équilibre émotionnel parce que il était lui-même malade, et ça faisait comme moi une dizaine d'années que je l'ai vu se battre contre plusieurs maladies invisibles aussi. Et on avait à peu près le même vécu médical, même si lui n'avait pas le même âge que moi, bien sûr.
j'ai encore beaucoup de mal à réaliser. Je pense être encore dans la phase de déni parce que je me dis qu'il est à l'hôpital et qu'il va m'appeler ou revenir. Je pense qu'il va me falloir beaucoup de temps. Perdre un parent, il n'y a pas de mots. Et ce que je retiens de mon père, c'est sa ténacité, sa force et sa manière de ne pas m'avoir fait subir ses problèmes de santé et d'avoir toujours réussi à combattre. Et je serai éternellement admirative pour sa force et pour le courage dont il a fait preuve. Et je pense que c'est ce qu'il m'a laissé. Il m'a laissé beaucoup de valeurs. Il était amoureux du jazz et de la musique classique, et depuis qu'il n'est plus là, j'ai l'impression qu'il m'accompagne et qu'il va me donner cette force en fait pour moi, pour ma santé et pour ne pas flancher. Donc je vais faire ce deuil et je prendrai le temps qu'il faudra. Mais c'est vrai que j'ai enchaîné beaucoup de choses cette année 2025. J'ai aussi dû faire euthanasier mon chat. Mais 17 ans de vie quand même. Et voilà, il y a eu beaucoup d'épreuves cette année. Mais je suis encore là et voilà, il faut garder le cap. Et il y a aussi le deuil de mon ancienne vie, celle de la Pauline pleine de projets, pleine d'énergie. Et il y a des jours où voilà, j'ai du mal à accepter cette version de moi. Et d'autres où je me dis c'est ma force, mais ouais, les jours où il n'y a pas d'énergie, où la pile est vide, c'est lourd à porter, et malgré tout, bah voilà, faut garder espoir, faut accepter. Et je dirais pas qu'il faut se dire il y a pire. Je crois que c'est la pire chose en fait de se dire ça, parce que en fait on compare sans arrêt les maladies et on entend souvent quand on a un handicap invisible, on entend très souvent des choses du style mais t'as l'air en pleine forme pourtant, t'as pas l'air malade, t'as pas de canne, t'as pas de fauteuil, il y a pire, il y a des gens qui ont un cancer, tu te rends compte. Et j'estime que c'est pas normal de faire des comparaisons parce que chacun vit sa maladie d'une manière différente en fait. Et ça, voilà, j'irai pas me dire qu'il y a pire parce que on a chacun une manière de gérer la chose. Et voilà, il faut pas se comparer. Et il faut pas se dénigrer. Mais il y a des jours où cette version-là de moi-même, j'ai du mal à la regarder. Mais d'autres jours où je me dis, je me trouve belle, mais j'ai de la discipline et je suis forte et je continue d'avancer. Et c'est ça qui fait que on brille en fait. C'est nos cicatrices qui cachent derrière beaucoup de lumière, je pense. Moi, j'aime bien visualiser les choses de cette façon. Ce que je voudrais faire passer comme message à ceux qui, comme moi, vivent le handicap invisible, c'est de vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui, avec vos douleurs, avec vos difficultés. L'acceptation, c'est quelque chose qui va vraiment aider. Ça prend du temps, certes, mais j'ai envie de dire qu'en fait, on n'a pas le choix. Et je me répète, soit on sombre, soit on se lève et on décide d'avancer à notre rythme. On n'est pas obligé d'en faire des tonnes. J'ai tendance à être très dure avec moi-même et en fait, je me suis rendu compte que c'était une énorme erreur. Et si on a besoin de faire pause, on fait pause. Et voilà, ce mantra de se dire j'en ai rien à faire. Voilà, si aujourd'hui j'ai envie de rien faire, si aujourd'hui j'ai envie de pleurer, je pleure. Voilà, juste accepter que en fait on n'est pas parfait, on est humain et ça prouve qu'on est vivant encore et voilà. Donc il faut toujours se rappeler qu'on a une force intérieure et que il suffit juste de se dire j'allume cette lumière aujourd'hui quand j'en ai besoin et voilà. Mais j'ai cette force et on l'a tous. Et donc je veux transmettre à travers mes réseaux qu'on peut renaître et que
qu'on est tous des phénix. Il y a une chanson de Soprano d'ailleurs là-dessus. Et en fait, chaque jour est une nouvelle, même chaque minute, chaque seconde, on a une nouvelle chance. Donc voilà, ça c'est important de garder espoir. Je voudrais dire à la Pauline d'avant, qui se battait seule pour exister, pour être entendue, qu'elle peut être fière de tout son parcours, même s'il n'a pas forcément abouti, ou même si ses projets n'ont pas été forcément... si même j'ai pas été au bout de mes projets, je suis fière parce que j'ai tout essayé, parce que j'ai tenté, parce que j'ai pas de regrets, parce que je peux me regarder dans un miroir, parce que je continue à prendre soin de moi, à me maquiller, à me faire jolie pour moi, parce que je continue à rire de rien, parce que je continue à prendre soin de moi, à vraiment m'apprêter, me faire jolie pour moi, parce que dans le miroir, j'ai pas envie de renvoyer cette image de celle qui se laisse aller, parce que j'ai de la force et parce qu'on l'a tous en fait, et voilà. Et je dirais que je suis vraiment fière d'en être là aujourd'hui, même s'il y a eu des expériences qui n'ont pas abouti. C'est pas des échecs, c'est des leçons, c'est des expériences, c'est de l'apprentissage. Et le message que j'aimerais laisser à celles et ceux qui m'écouteront dans ce podcast, j'ai envie de dire, le bonheur reviendra. Il revient toujours. Faut se laisser surprendre par la vie. Parfois, on pense que vraiment tout est terminé. On pense que y a pas d'espoir, mais en fait, sans me vanter, je suis la preuve vivante que on peut renaître à chaque instant, à chaque épreuve. Il suffit juste de se dire que on a tous une force qu'on peut faire grandir. Et ça, c'est à nous-mêmes de le décider. Et voilà, juste, le bonheur reviendra. Ne perdez jamais, jamais, jamais espoir. Et ne vous laissez pas faire parce que, oui, la vie, parfois, ne fait pas de cadeaux. Mais derrière, on apprend et peut-être que ça peut nous mener sur des chemins magnifiques, en fait.